Bonsoir d'abord. Franchement, moi je suis assez content en fait de voir du monde pour nous écouter parler de manière assez tranquille du sujet qu'on va développer avec vous. La question qu'on s'est posée autour du film de Thomas, puisque Thomas est le réalisateur du film que vous allez voir tout à l'heure, Municipal, Thomas Polo, film que nous avions sélectionné à Cannes il y a 2 ans. Dans notre programmation des cinéastes. La question qu'on s'est posée autour de son film, c'était en tout cas celle que tu avais envie de te poser, toi, et qu'on a réfléchi ensemble. Voilà. C'était celle de la question des moyens, et évidemment la question des moyens au sens très large, parce que c'est quelque chose qui est, on va dire, l'angoisse, ou en tout cas le souci permanent de n'importe quel cinéaste, à savoir comment et par quels moyens faire les films, et au sens très large, à savoir la question des moyens financiers, qui est le nerf de la guerre, mais pas que. Les moyens, c'est aussi des moyens humains, c'est aussi des moyens techniques, c'est aussi des moyens de temps. Et d'autant plus que ces questions peuvent se poser au regard du sujet. Un film, c'est ce qu'on se disait quand on discutait tous les deux, un film pose un peu toujours son diktat, c'est-à-dire que, en tout cas moi je crois beaucoup à ça, et je crois que toi aussi, le film décide toujours un peu de la manière dont on va fabriquer les choses. À un moment donné, le film prend le pouvoir. Et c'est particulièrement prégnant sur des questions qui sont celles qui enlèvent, ou en tout cas qui engagent ton film, à savoir la question du politique. Et on avait envie de poser cette question-là autour de comment faire des films avec une économie de moyens, en tout cas réduite, mais en même temps au service d'un sujet. Oui, on a voulu partir de cette question, mais sans nécessairement faire justement l'apologie du peu de moyens pour peu de moyens. Enfin, c'est pas juste se dire que c'est bien d'avoir avec peu et ça renforce la créativité, même si ça peut en être un des aspects. Et on voulait un peu plutôt poser le regard sur certains films qui ont été des films de référence pour la fabrication de Municipal, et qui sont tous c'est des films de 2 réalisateurs. Donc il y aura Route One de Robert Kramer, Punishment Park, et La Commune de Peter Watkins. Donc on aura des extraits de ces films-là qu'on va regarder, qu'on va commenter, mettre en parallèle avec des problématiques qu'on a pu rencontrer sur Municipal ou d'autres. Et c'est pas pour rien qu'on a choisi ces films-là. C'est des films qui ont été faits avec des moyens ténus, mais c'est des films de réalisateurs qui sont des militants, donc qui font des films avec une volonté politique très située. Et la question des moyens est réfléchie même à l'intérieur du sujet presque des films, quoi. Elle est énoncée par les réalisateurs souvent, et elle est vraiment centrale dans la fabrication. Donc, et ça fait écho avec la question même de ton film Municipal, qui pose aussi la question du politique, du geste politique et du geste cinématographique. Ouais. Oui, nous on s'est nécessairement posé cette question de comment le financer. C'était le point de départ. Et on avait notre toute première question quand on a commencé à écrire ce film avec Milan et Alfonsi et Ferdinand Flamme, c'était avec combien on peut le faire, quoi. Et au tout départ, vu que notre seule volonté la nécessité absolue du film était d'avoir un comédien, c'était il nous faut plus ou moins 6 000 € pour pouvoir embaucher un comédien pour faire le film, et le reste on verra. Et puis ensuite on a travaillé avec nos producteurs, on a trouvé d'autres sous, et on a fait le film avec les moyens, je pense, nécessaires à sa fabrication, quoi. Mais la question qui se pose, mais je pense qu'on pourra la creuser après le premier extrait, c'est que cette question du combien pose nécessairement la question du comment par la suite. Exactement. Avec combien on fait le film, et ensuite comment après on le fait. Ouais. Oui. C'est la question c'est davantage que la question du prix, c'est la question de quoi on a besoin pour réaliser quel type de film. Et là, en l'occurrence, on avait besoin de beaucoup de temps et de pas mal de liberté. Et du coup, en fait, la question des moyens ne vient pas nécessairement seulement se confronter à toute la... elle vient se confronter à comment s'offrir le temps nécessaire à pouvoir faire l'expérience qu'on a envie de faire. Donc ça, je pense que c'était notre cas, et je pense que c'est le cas clairement de Route One de Kramer. Donc je pense qu'on va montrer l'extrait. Voilà. C'est l'introduction du film. Donc c'est vraiment le début. Ça vous gâchera pas la suite si vous l'avez pas vu et que vous souhaitez le voir. C'est un film qui a été réalisé en 89.
voilà, l'introduction explique assez bien ce que va être le film, en tout cas, quel va être le parcours du film. Donc voilà, on la commentera après. À tout à l'heure. That's the doctor. We decided to come back together. We've been away a long time, 10 years. Doc in Africa, me in Europe, making movies. Je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est un documentaire. Oui, ouais. C'est donc ça marche ou pas? Ouais. Vous m'entendez? Donc toute l'idée du film, pour pouvoir en parler, je pense que c'est quand même bien de comprendre ça. C'est que donc ça, c'est l'introduction, où c'est une sorte d'intro très qui utilise pas mal de la grammaire fictionnelle, et c'est d'ailleurs toute la partie. En fait, Kramer utilise ce personnage du doc pour faire toute une traversée de cette route one qu'on voit, qui nous montre à la fin avec son doigt. Donc lui étant un comédien professionnel avec qui il a déjà travaillé sur d'autres films, et il décide de faire cette traversée des États-Unis sans trop savoir ce qu'ils vont y rencontrer, avec cette sorte de personnage allégorique du doc qui traverse la route one jusqu'en Floride. Et donc la seule utilisation de la fiction qui existe là-dedans, c'est le doc. Donc c'est ce personnage de fiction qui va venir teinter un peu, une sorte de personnage conceptuel comme ça, qui vient et qui pose à des endroits. Parfois on l'oublie complètement. Donc il y a plein de moments dans le film où il disparaît pendant un temps relativement long, et on est complètement dans des situations documentaires. Il y a un moment où on est dans une école d'un quartier populaire de New York, et on reste vraiment dans l'école, il disparaît, il revient, etc. Donc il s'en sert avec beaucoup de liberté, et il utilise vraiment la fiction de manière extrêmement ténue, et surtout en introduction. Enfin, cette intro est extrêmement importante pour tout le reste du film, parce que c'est elle qui vient créer avec un artifice qui est très léger, c'est quelques plans, une arrivée en bateau qui est très symbolique, mais avec très peu de moyens, il arrive à nous plonger tout de suite dans un rapport à la fiction, on pourrait dire, qui est assez fort. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au regard de beaucoup de films qui se font depuis très longtemps, mais en particulier, je trouve, en tout cas nous à l'Acide, on a cette expérience-là, d'ailleurs même avec ton film pour le coup, c'est cette idée de la porosité entre le documentaire et la fiction. On a, de manière comme ça un peu immédiate et intuitive, la tendance à vouloir séparer l'un de l'autre, alors qu'en réalité, depuis très longtemps, et ça s'est accentué de plus en plus ces dernières années, et ça serait un sujet à réfléchir, mais on ne va pas parler là immédiatement, à savoir cette espèce de porosité donc, entre la fiction et le documentaire. Et là, en l'occurrence, j'ai le sentiment que
l'usage de la fiction, elle est permise par le désir absolu de liberté, en fait. C'est-à-dire que quand on pense la fiction, on se dit il y a un scénario, il y a un chemin, il y a quelque chose d'hyper jalonné, et on doit un peu cocher toutes les cases en avançant dans le film. Mais en même temps, la fiction, elle mobilise des codes qui sont des codes d'émotion, des codes comment dire, elle vient toucher le cerveau un peu reptilien de notre habitus, de notre rapport à l'image. Et en même temps, le documentaire, c'est aussi la confrontation au réel, la confrontation à ce qui peut advenir. Et je pense que quand même dans ce film, enfin, moi pour l'avoir vu, et toi pour l'avoir vu, cette question du rapport à la liberté qu'on peut avoir et qu'on peut s'offrir ou pas, et qui est au cœur de la problématique du film. Ouais, et de la problématique du film, parce que le film, comme tu viens de le dire, est extrêmement... et le montage aussi extrêmement... je sais pas si libre veut dire grand-chose, mais en tout cas donne un sentiment de plein de tentatives formelles, de plein de... de pas mal de liberté, D'expérimentation. Et beaucoup d'expérimentation, qui sont permises par des moyens de production dont Kramer parle, et où il explique, enfin là j'avais la note d'intention, je sais pas si je vous l'ai dit maintenant, j'hésite un peu. Mais c'est court. En gros, c'est court. Il y avait un petit bout de sa note d'intention donc, pour la production de son film, donc, où il explique à ses financeurs, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que c'est pas une note pour lui-même, c'est vraiment dans le processus de production et de fabrication, on pouvait écrire ça, quoi. Donc je vous lis. Donc il parle là entre autres de vraiment l'économie qu'il veut employer, quoi. Donc il dit: je veux voyager sur toute la longueur de la route 1 pendant une période de 2 à 4 mois, une équipe de 3 personnes, un ensemble minimal de matériel Super 16 mm, le projet, la logistique, le style de travail, tout doit rester souple et léger. L'attitude comme le matériel, tout réduire à l'essentiel de façon à assurer la plus grande chance de découverte. Et donc ensuite, il continue à parler donc, de tout ce que ça lui permet et de l'espace qui va se créer par le dispositif qu'il a choisi d'avoir, l'espace de possibles rencontres qui sont possibles avec les moyens dont il a besoin, qui sont une équipe extrêmement légère, une caméra très légère pour l'époque, et du coup être assez délesté de tout le poids de tout ça, tout en ayant ce personnage qui vient insuffler tout le temps l'idée de la fiction. J'ai l'impression que la difficulté, je ne sais pas si c'est la difficulté, mais en tout cas le point dialectique ou en tout cas d'équilibre dans ce genre de processus de création, c'est à savoir te donner le maximum de liberté, la possibilité de la rencontre, laisser advenir l'incertitude, et en même temps avoir quelque chose à l'intérieur de ton processus de création ou dans ton processus de filmage qui soit comme une espèce de phare autour duquel tu peux construire quelque chose. Ouais. C'est extrêmement... Ça a l'air simple dit comme ça, mais en fait c'est hyper dur à tenir le temps d'un tournage. Oui, il y a ça, il y a aussi, c'est ce qu'il explique ensuite dans la suite de sa note d'intention qui est assez intéressante, qui est la question de dans quelle temporalité ça le situe vis-à-vis des personnes qu'il est en train de filmer. Donc c'est-à-dire qu'il décide par ces peu de moyens de ne pas couper le tournage du reste des protagonistes qu'il est en train de filmer. Donc il a besoin d'un temps relativement long, qui est celui qui décide de déterminer de cette manière-là, pour pouvoir vivre avec les protagonistes et les gens qu'il va filmer, quoi. Donc c'est... Ouais, pardon, vas-y. Non, mais du coup, ça interroge cette question-là de la captation de la vérité ou de l'authenticité de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une question, je sais pas, là, moi je me mets là, totalement du point de vue du spectateur que je suis, c'est-à-dire, est-ce que c'est authentique? Est-ce que l'événement que je vois, la rencontre entre 2 ou 3 personnes à l'intérieur, je parle dans le film documentaire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est sincère? Etc. Et c'est quand même quelque chose de pas si simple. Et cette question-là, tu peux tirer le fil jusqu'à est-ce que je chope réellement le sens de mon époque? Est-ce que je chope la vérité politique, sociale, etc., des gens que je filme, etc. Et j'ai l'impression que moi je le dis tout à fait sincèrement, je serais incapable de faire un film documentaire, je trouve que c'est d'une difficulté absolue. Et j'ai l'impression que dans ton film, que vous verrez après, comme dans celui-ci, il y a quand même ce truc de mobiliser tous les moyens, et pas des moyens, des moyens exorbitants,
pour arriver à faire sortir la vérité vraie de ce que vous filmez ou de ce que vous avez envie de saisir? Je pense qu'il y a clairement l'histoire du temps passé de manière très concrète, quoi. Enfin, c'est que la décision est, enfin, pour pouvoir avoir cette sensation de véracité ou d'authenticité, comme tu disais, je pense que ça se situe. Enfin, ça dépend des films. Là, on parle de films qui ont vraiment la nécessité d'un temps long pour pouvoir arriver à ces moments-là, quoi. Et je pense que enfin, ce qui est intéressant dans ces processus de tournage-là, c'est que le temps que tu vas passer sur place, en fait, il y a un déplacement des moyens qui est assez important à avoir en tête. C'est que on fait des économies sur toute l'équipe qu'on va avoir, sur l'équipe technique, le matériel, etc. Par contre, on ne fait pas l'économie du temps. Et ça se retrouve à la fin de la fabrication du film, dans la post-production. Donc il y a quand même, on se retrouve quand même, enfin nous avec Municipal, on s'est retrouvé avec énormément d'heures de rush. Et donc ça, c'est quelque chose aussi à penser quand on a énormément de temps pour filmer, quoi. Parce que c'est ces petits moments que tu vas garder qui vont justement être la sorte de la partie émergée de l'iceberg de ce qui est bien, en fait, de ce qui est montrable, ou de ce que tu as envie de montrer, nécessite toute une masse de choses filmées qui vont prendre énormément de temps ensuite à être montées. Donc ça, c'est aussi une réflexion dans le processus économique de la fabrication d'un film où on a un temps long qui a à prendre en considération. Et voilà. Non, mais après, dans ton film comme dans celui-ci, il y a aussi, tu me dis si je me trompe, mais on sent qu'il y a la volonté de photographier une réalité sociale à un instant T, quand même. C'est ce que raconte, enfin, c'est ce que fait Route1, mais c'est aussi ce que tu fais toi. Et j'ai l'impression que justement, tu parlais de ce rapport au temps. En fait, tu peux pas, sauf dans un cadre plus fictionnel ou plus fictionné, tu peux pas en saisir toute la complexité en ayant une débauche de moyens techniques qui viendraient phagocyter ou en tout cas abîmer les choses. J'ai l'impression que c'est ça, non? Ouais, en tout cas, ça renvoie, je pense, aussi à la question de est-ce que tu as envie de faire la représentation d'un moment politique, donc en faire une fiction très, très établie, avec tous les moyens qui nécessitent la reconstitution de ce moment-là, ou est-ce que tu décides de vivre un peu politiquement ton tournage et de le faire exister dans le moment de fabrication, quoi. Ce qui fait une parfaite connexion pour le prochain extrait de film qu'on voulait vous montrer. Donc, il y a un extrait de La Commune, qui est l'introduction de la Commune de Peter Watkins. Donc, c'est un film qui a été fait en 2000, qui est très particulier, qui est fait en... en fait, je vais vous laisser le regarder parce qu'il explique tellement tout dans l'introduction que je pense qu'il nécessite vraiment très peu d'intro, ce film-là. Donc, vous regardez-le, on en parle. Je m'appelle Gerard Watkins et je joue le rôle d'un journaliste de la télévision dans ce film qui est à la fois un film sur la Commune de Paris et un film sur le rôle des mass médias dans la société d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Aurélia Petit et je vais jouer le rôle de Blanche Capelier, journaliste de la télévision communale. Premièrement, ce qui a été assez difficile, c'est que c'est quelqu'un de crédule avec un optimisme forcené. Et connaissant l'histoire et la fin et les événements de la commune, ça n'a pas toujours été facile de garder le sourire. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui aime tellement son métier face à la caméra qu'elle en oublie de dénoncer et de mettre en cause le pouvoir des médias, ce qu'elle représente entièrement. Ces locaux sont actuellement investis par Armand Gatti et sa compagnie La Parole Errante. En avril de cette année, Peter Watkins et 13 Productions ont entamé la construction du décor du film et ont essayé de recréer l'atmosphère du 11e arrondissement pendant la Commune de Paris.
nous voudrions maintenant vous présenter l'espace où nous avons travaillé pendant 3 semaines. Hier, nous avons fini le tournage et le décor est exactement dans l'état où nous l'avons laissé après la dernière scène du film. Le texte qui suit sera ajouté dans quelques mois. Au-dessus d'une barricade, flotte le drapeau tricolore du gouvernement français, là où quelques heures auparavant se trouvait le drapeau rouge de la Commune de Paris. Sur la gauche se trouve ce qui reste de la mairie, où le sous-comité révolutionnaire du 11e jouissait jusqu'à hier d'un pouvoir absolu. À l'extérieur, un officier des forces gouvernementales était assis devant cette table, avec un stylo et de l'encre, et a condamné des centaines de communards du quartier à une mort instantanée, sous les balles d'un peloton d'exécution. Au-delà de cette table se trouve une cour du quartier, avec ses mouches et sa fausse d'aisance. Et à côté, le café où nous avons filmé des discussions avec les comédiens sur la Révolution et la société contemporaine. Juste derrière, le monde piété, un système gouvernemental de prêt sur gage qui maintenait la classe ouvrière de l'époque en état d'endettement permanent. Des biens précieux, matelas, draps, chaussures, ustensiles de cuisine, vendus si les familles ne pouvaient se les racheter. Un canon, financé sur les maigres ressources de la communauté locale, repose, délaissé. Sur cet espace ouvert, hier soir, les corps jonchaient le sol, et un peloton d'exécution gouvernementale tirait et rechargeait sans cesse. À l'heure où je vous parle, le gouvernement a évacué Paris, suivi par l'armée régulière qui se replie en bon ordre. Les bataillons de la garde nationale ont investi les mairies et les casernes de l'est de Paris. Nous approchons maintenant de la garde nationale. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, de quoi avez-vous besoin là ? Veniez nous voir. Écoutez, on a les meilleurs hommes, regardez ces hommes. On a des canons. Ce qui nous manque absolument, c'est des munitions, des godillots, regardez les gens, ils sont pieds nus. On n'a pas d'uniforme non plus, des munitions et des fusils modernes. L'organisation est très bien, l'organisation de la garde nationale est absolument démocratique et fédérale. On est très content qu'on ne touche pas à ça surtout. Hein. Mais par contre, des fusils et des munitions. Écoutez, regardez, on a encore des fusils à piston qui datent du début du siècle. Il faut 3 à 4 minutes pour les charger. La poudre est toujours mouillée, le coup part une fois sur 4 alors que les Versaillais ont des chasse-peau qui tirent 7 à 8 cartouches à la minute. Comment vous luttez avec des fusils du Moyen-Âge contre des fusils modernes? Absolument anormal. On va les massacrer, on va massacrer les Versaillais. En bas, et on y va, on prend les missiles, on prend le pouvoir. De la garde nationale se soit installé à l'hôtel de ville, mettant la capitale en situation insurrectionnelle.
Qu'est-ce que vous regardez, monsieur? Il faut pas regarder la télé nationale. Non, 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 il faut regarder la télévision qui appartient aux gens maintenant. Oui, on commence dès demain. Après, publier le Père Duchesne. On a été interviewé. Vous écriviez des lettres au Père Duchesne. Oh, mais on n'a pas le temps. Des paires de lettres au Père Duchesne. On fait confiance. Mais non. Mais tu les publies, nos lettres. Et tu les publies en entier. On les publiera. Et en entier. La première chose, c'est que, au regard du premier extrait que vous avez vu et que tu as sélectionné de Route One, on est dans l'antithèse absolue de oui, ce qu'il propose lui. Complètement, oui. Il y a une volonté de montrer complètement l'artifice pour ensuite rentrer dans quelque chose d'extrêmement artificiel. Et il donne un peu toutes les billes pour que ça fonctionne pas, et pourtant ça fonctionne. Pourtant, c'est un film qui est très long, La Commune, qui dure, je sais plus exactement, mais plus de 4 heures, je crois. Et dans lequel on est plongé, donc toujours avec le point de vue des médias. Donc, on suit principalement ces 2 journalistes, mais parfois aussi d'autres journalistes qui sont de l'autre camp. Enfin bref, il y a un peu tous les points de vue qui viennent se mélanger. Et avec cette intro où il a cette décision, qui est une décision très forte, de dire on commence en expliquant absolument toutes les ficelles, quoi. Mais du coup, j'ai le sentiment là, alors là on est quand même de plein pied dans un film qui est quand même aussi un manifeste, ou en tout cas qui prend à bras le corps la question du politique et la question politique. Ouais. C'est complètement assumé, en l'occurrence avec La Commune. Et il y a cette idée de ne pas faire le choix, qui pourrait être un choix un peu intuitivement naturel, de se dire celui de la reconstitution, donc oui, celui de la débauche de moyens, et on connaît tous un nombre incalculable de films qui font ça, parfois très bien et parfois pas bien du tout. Mais il y a aussi dans ce film-là, je crois, un geste politique de la part du cinéaste. Oui, qui arrive à plein d'endroits, dans la volonté justement de pas uniquement être dans la représentation du politique, mais de faire vivre à toute cette troupe de comédiens une sorte de longue expérience dans lesquelles chacun ont choisi le personnage qu'ils allaient incarner. Donc il y a eu tout un travail très collaboratif dans un espace qui est pas vraiment celui du cinéma, en tout cas comme on l'entend, qui est proche de celui du théâtre. Beaucoup d'acteurs de théâtre, je crois, jouent dedans. Donc il y a toute une expérience qu'il a voulu vraiment mettre en place avec ses comédiens et presque la documenter, quoi, documenter quelque chose de très artificiel plutôt que de créer un effet de réalisme pour créer la croyance dans ce qu'on est en train de regarder. Et c'est en effet là que se place la question du politique, et aussi dans son utilisation des médias, je pense, dans la science-fiction qu'il crée, quoi. Dans le fait de mettre une télé et une radio dans La Commune de 1871, c'est à cet endroit-là qui vient ramener justement l'événement de La Commune dans notre contemporain, et du coup d'avoir un regard critique au prisme de La Commune sur l'an 2000, quoi. Mais du coup, ça pose la question aussi, enfin, je crois, c'est celle de savoir comment faire un film politique quand on a beaucoup de moyens. Enfin, je sais pas, peut-être que je pose une question un peu débile, mais... faut en trouver un, je sais pas. Non, mais je dis ça parce que, par exemple, c'est une question que se posent beaucoup de mecs qui font du hip-hop et qui s'accusent les uns les autres de ne pas être authentiques par rapport à la réalité de ce qu'ils racontent. Et en fait, j'ai l'impression que cette question-là, évidemment, je tire un peu les choses par les cheveux, mais j'ai un peu l'impression quand même que cette question, elle peut se poser là, à l'intérieur de ce genre de film. C'est-à-dire qu'il y a des films qui parlent de l'anarchisme au 19e siècle, etc. On ne citera pas les films, mais qui sont des films avec beaucoup de moyens et qui, en tout cas, je crois, et je pense qu'on partage le même point de vue là-dessus, ne saisissent pas la dimension politique, ou en tout cas n'arrivent pas à saisir la complexité du politique que le film est censé raconter. Oui, il faut un film historique. Voilà. Je pense que c'est là qu'est la différence, où Watkins ne fait pas un film historique, même s'il sollicite ce moment-là, il le réactualise en fait. Et je pense que c'est vraiment par ce travail de réactualisation qu'il a son geste militant. Mais tu penses que c'est lié à sa manière, enfin... La question des moyens est assez complexe, je trouve, sur La Commune, parce que c'est un film qui est extrêmement... où il y a de l'argent dans ce film. Il y a clairement de l'argent, il y a beaucoup de comédiens, il y a un décor qui a été construit, il y a beaucoup de temps de tournage. Donc c'est un film qui a nécessité certains types d'économies, quoi. Je ne sais pas exactement lesquels sur La Commune, je n'ai pas eu de documentation sur la question, mais ça se voit, quoi. Mais en même temps... Mais par ailleurs, il décide de ne pas le faire dans les rues de Paris. Il décide de les faire dans un studio et de le montrer.
et je pense que c'est aussi une place laissée au spectateur qui est importante, quoi. C'est laisser la capacité d'imagination du reste. On parlait tout à l'heure de Dogville, j'oublie son nom, de Lars von Trier, où pareil, il y a une place énorme qui est laissée au spectateur. On accepte d'enlever tous les murs des maisons d'un village. Pour ceux qui n'ont pas vu, on est dans un village, en huis clos dans un village, et le village, les maisons, c'est des traits au sol. On l'accepte parfaitement, en 2 secondes, c'est pas expliqué, on dit d'accord. Et ça force, c'est pas que ça, ça a aussi des signifiants, mais ça laisse tout un espace non expliqué, en fait, qui génère beaucoup de pensées, je pense, et qui a aussi son... Mais du coup, je me pose la question, peut-être que c'est une question un peu idiote, mais est-ce que tu crois que c'est parce que même si tu me dis que dans la commune, il y a de l'argent, mais il n'y en a pas tant que ça au regard de l'ambition du sujet que j'ai envie de traiter, est-ce que tu crois que c'est ça qui fait qu'on comprend le discours politique ? Ou est-ce que tu penses que c'est autre chose ? Je sais pas, là, en revoyant à nouveau l'extrait de l'introduction, j'ai pensé au Mépris de Godard, où tu as ce plan en introduction, elle lit le générique, on voit le travelling, et en gros, il dévoile le mécanisme, en tout cas une partie du mécanisme du film. Alors évidemment, le mépris, c'est pas politique au sens propre, en tout cas, c'est pas initialement politique, mais il y a quand même l'envie de montrer l'envers du décor parce que on fait le pari, enfin c'est ce que je crois, le pari de la compréhension du spectateur, et j'ai l'impression que c'est quand même aussi ce qui se passe là, dans ce film. Et j'ai l'impression que quand on veut faire un film politique, ou en tout cas quand on veut élever ou croire que le spectateur est capable de s'élever à un endroit, il faut qu'il y ait des trous dans la raquette, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on casse un peu. Je pense qu'il y a ça, et qu'il y a aussi la question de d'où on part, quoi, d'où tu parles, enfin, qui sont ce qui est exactement ce que font les deux de manière très différente, que ce soit Antoine ou la commune. Il y a vraiment la question de... Mais je pense que ça, c'est aussi un travers que peuvent avoir certains films politiques, de vouloir absolument dire d'où ils parlent. Et nous, on s'était beaucoup posé la question sur Municipal de vouloir dire d'où on partait. On avait, pendant plein de versions d'écriture, le film, on devait le tourner, finalement, on ne l'a pas tourné, parce qu'on pensait que notre introduction se situerait ailleurs, mais on voulait commencer par des signatures de contrat. Ça avait un sens, c'était pas juste pour montrer patte blanche, mais il y a cette envie, je pense, de dire on est matériellement ça. Et tu veux dire matériellement pro ou matériellement Non, matériellement, enfin, on est des réalisateurs qui faisons un film, et il y a la volonté de montrer les ficelles. Dans Municipal, ça avait vocation à montrer quelque chose du début, quoi, sur le comédien. Bon, je ne parle pas trop, parce que vous verrez après. Mais là, je pense qu'il y a ce contrat-là qui est lié, en fait, dans la commune, avec le spectateur. Il y a une sorte de contrat sur la nature de ce qu'on est en train de regarder. Et voilà. Très bien. Mais après, j'ai quand même l'impression que, justement, à contrario, par rapport à cette question des moyens et des besoins qu'on met en place et qu'on mobilise pour parvenir à faire un film, il y a quand même aussi le pari que le spectateur est quelqu'un d'actif. Ouais. Je crois que ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand on regarde un film, je suis le premier des fois à adorer ça, il n'y a pas de problème, mais un gros film avec beaucoup de moyens, beaucoup d'effets, on est dans une situation en tout cas de semi-passivité, et les messages un peu méta qu'on reçoit sont subliminaux, passent par en dessous, et voilà, on se dit ah oui, en fait c'est ça dont il voulait parler au cadet. Mais là, j'ai l'impression que quand on veut faire un film politique, en tout cas qui saisit la question du politique, ou en tout cas la question du territoire, ou d'une espèce de photographie de la sociologie, il faut quand même faire le pari d'un spectateur qui est actif et qui est capable de compléter les choses, non ? Oui, et je pense d'avoir... Trop de moyens peut étouffer ça, j'ai l'impression que c'est un peu ça l'idée, non ? Je pense qu'il y a ça, et il y a aussi cette tentation qu'ont les deux réalisateurs de montrer le backstage aussi de la fabrication. Et que du coup, le backstage de la fabrication devient un propos sur le film lui-même. Et je pense que c'est là où il rend le spectateur actif, c'est qu'il l'oblige à avoir une réflexion sur vraiment matériellement qu'est-ce qu'il est en train de regarder. Qu'est-ce que c'est qu'un film, et donc ça peut être un peu un gouffre aussi. Je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire un peu attention, parce que ça se mord un peu la queue, mais eux s'en sortent extrêmement bien. Donc, mais tu crois pas que ça au BNI, c'est pas mal, ouais.
Mais tu crois pas que ça oblige à une nécessité? Enfin, je sais pas, je te pose sincèrement la question. C'est pas obligatoire par rapport à une mise en question cinématographique d'une problématique politique. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que le fait de faire des trous ou de mobiliser l'intelligence du spectateur, est-ce que c'est pas obligatoire si on veut vraiment que le spectateur comprenne de quoi il s'agit, en fait, de quoi il en retourne? Oui, c'est des espaces. Ouais, si, clairement. Bah, c'est beaucoup plus le cas, je pense, dans un Route One que dans La Commune, qui est beaucoup plus dense en termes de ce qu'on donne. Justement, il remplit tous les espaces, j'ai l'impression. Alors que dans Route One, il y a vraiment, justement, ces moments où on oublie ce qui serait... Enfin, c'est vraiment intéressant, Route One, pour ça. Enfin, c'est un film que je pense qu'on ne pourrait plus voir aujourd'hui, fabriqué. Enfin, ou en tout cas en salle, quoi. Et pourquoi? Parce qu'il y a une forme c'est très difficile de s'imaginer que ça puisse exister aujourd'hui. Parce que justement, il y a ces espaces qui sont laissés. Parce qu'on oublie, le personnage principal disparaît, mais c'est pas quelque chose qui est scénarisé. Il n'y a pas une explication pourquoi il disparaît, juste il disparaît, on accepte sa disparition, et on rentre dans des situations documentaires pendant des temps très longs, et puis il revient. Et pourtant, tout le film est du point de vue du doc. Enfin, ça, c'est quelque chose sur le papier, on te dirait non de chez non, quoi. Aujourd'hui, oui. Ça. Ouais. Et ouais, voilà. Non, on va peut-être vous montrer je sais pas exactement où on en est. Je regarde l'heure pour savoir si on est dans les temps. Mais on va peut-être vous montrer le dernier extrait qu'on voulait vous montrer, qui est donc celui de Punishment Park, qui est un autre film de Watkins, réalisé en 71. Donc c'est un film pour lequel il a eu des soucis. Enfin, il est resté. Il a eu des soucis avec un peu tous ses films, je crois. Et du coup, à chaque fois qu'il avait un souci, il changeait de pays pour produire ses films. Et sur celui-ci, donc, il l'a réalisé aux États-Unis en 71. Donc, c'est en réflexion sur les médias, sur le contrôle des médias, sur la guerre. Donc, c'est la guerre du Vietnam. Guerre du Vietnam. Les mouvements des Black Panthers aussi. Et voilà, on va vous laisser regarder cet extrait. Voilà, on commentera après. Have you ever killed a man? Yeah. Jay Kaufman, co-founder of the National Committee Against War and Repression, age 28. Time remaining 1 hour and 42 minutes. For it, for the very simple reason that this thing loaded with magnum loads has got enough knockdown power to knock down a rhinoceros if it's coming at you. I'm sure that we're going to be apprehending very few rhinoceri, but if we happen to come into one, I want to know darn well that I'm going to be able to stop it. I see by your file here that you were formerly a candidate for Vice President of the United States. That's correct. Also, it shows that you were very See successful. how much I believed in your system? Make your answers brief. Okay. Well, You say you're against war and depression. What type of depression? A depression of the I said people's depression or depression of economics? I'm not talking about depression. I'm talking about repression. All right. Repression. Being oppressed. What were you charged with? Draft evasion, and I don't know what they call it, hindering the war effort. Are you for war or against war? I'm for war if it's necessary to protect our country. Do you condone this war that Naturally, being a member of the... Do you condone the war in Vietnam, sir? Pardon? Do you condone the war in Vietnam? Certainly. You do? Why? Why? Yes. Because it's protecting our country. And who tells you this? Would you like us to have them come over here and fight us? Would you fight them? Who tells you that this war is protecting your country? We're fighting communism. Well, who tells you this, sir? Well, I hear it every day. I gather that you're not going to try and make the next 50 miles to the United States flag. I wouldn't walk around the goddamn fucking corner for American flag. Let alone go out in the desert. Time remaining 1 hour and 25 minutes. Squeeze and fire. We're going through a kind of a group suicide here in America. In a situation where you want to fire 2 shots, you want to fire 2 shots rapid fire, pull the hammer back, fire the first shot off single action, and then follow it up.
any idea how you're going to try and complete these 50 miles? I have no idea. We're just going to keep on. Keep going. You know the difference between a patriot and a chauvinist? A who? A patriot and a chauvinist? A chauvinist? Yes. Define the word chauvinist to me. I'd like to know Define the word chauvinist. Chauvin was an officer under Napoleon, and his loyalty was so absurd that we got the word chauvin, which is chauvinistic, which is an absurd loyalty. They promised us water at the other end. Some water faucets, huh? They believe in protest and ritual defiance, and yet they're willing to participate fully in the rules established by the police for these games, fully expecting that they'll come out all right if they make the flag. Squeeze. Fire. Are you expecting to die in the next 2 or 3 days? I expect to die in the next 2 or 3 minutes. Your function with this weapon is to hit a man-sized figure. You don't have to put out his left eye, you don't have to get him right in the heart, you don't have to hit his kneecap or pick the heel off his boot as Wyatt Earp used to do. How old are you? I'm 20. All you have to do is hit a man-sized figure from here to there. I don't think they're trying to kill us, really. Get him in that area, he's going down. He's got to go down, and he's going to go down hurting. I think they're just making it difficult. They're not going to shoot you. This isn't Mexico or other countries where they shoot people like you. What would you do to us if you were in control? What would you be very humanitarian with people like us? I would try to be. I would make more of an effort than you are. What is your moral code? What would you do for this country? You're sitting back enjoying the adulation of all these kids. You're indulging in this self-gratification. You're indulging in some sort of mental masturbation. You're obtaining. What you're doing right now. How could they have any faith in a man who makes a mockery out of everything that we stand for? The home, true love. You haven't got the first idea about love with your love-ins. You really haven't. If it was up to you kind of people, we would just shut down these factories, we'd burn them down, we'd all go out and panhandle in the street. Then what kind of society would we have then? What kind of, how would you feed people then? So you want us to work and support you, that's what you want. There is enough food, enough wealth in this country to take care of everyone in this country. If everybody there is. And everyone isn't being taken care of. Or to go around the streets and have orgies all the time and sleep in the streets. I'm not going around the streets having orgies all the time. You're not, huh? And burning down buildings and bombing things? I'm as concerned as you are about the direction of this country. You know, I really feel sorry for you. You know, we're the same age. And here you are defending a miserable existence. Don't you realize how you're being exploited? How the people who control the money are diminishing your existence to working in a fucking dirty factory which puts black smoke up in the air, which pollutes the entire world, and you're working your ass off saving money for your kids, getting pennies while they're making hundreds and hundreds of dollars? Don't you realize how you're being duped? How they get your head fucked with? How they have you indoctrinated? How they have you conditioned? How they've misinformed you? Don't you see this? Are you that blind? Some new kid comes along, some new drug comes along, you'll try it. What about some new kick like genocide, like imperialism, like napalm warfare? What about those new kicks which this country puts in practice? This is a Remington Wingmaster Model 870 shotgun, 12 gauge. What about the corruption? What about the police brutality? What about the oppression of the minority groups of this country? Responsible, you're sick. I am not immoral, Mrs. Juergens. You want to know what's immoral? Do you want me to tell you what's immoral? War is immoral. Poverty is immoral. Racism is immoral. Police brutality is immoral. Oppression is immoral. Genocide is immoral. Imperialism is immoral. This country represents all those things. It's loaded with double-aught buckshot. When are we going to have love? When are we going to have brotherhood, huh? We're not, as long as there's this little fucking Hitler. Each individual cartridge has 9 ball bearings in it. And you're sending all the oppressed people to their death! Don't you know that? Are you that fucking stupid? Another outburst and you'll be taken for the court. It has no choke on it. The gun has no choke on it whatsoever. So consequently, the buckshot just flies out at any and every direction. Insane people who go like Jews and who murder the children of their country. And your record, what does that show? What is the record of this country show? Destroying the country from within. This is all your record shows. Là, cet extrait, c'est à la fois la synthèse de tous les autres et à la fois l'explosion de tous les autres. Ouais, oui, bah, il met un peu tout, quoi. Enfin, il crée la confusion à tous les endroits sur ce qu'on est en train de regarder. Je pense que c'est ça d'ailleurs qui a fait que son film est resté 4 jours en salle et avant de se faire censurer. Parce que, et d'autant plus à l'époque, je pense qu'on était très certainement peu habitués à
à avoir ce genre de forme, parce qu'il y a une sorte d'impression documentaire qui est volontaire de sa part, de donner l'impression, d'ailleurs c'est toi qui m'avais dit, je crois que la première fois que tu l'avais vu, donc c'est pas que dans les années 60. Dans un grand AFD, un soir, je tombais sur ce film, sur Arte, il devait être 1h du matin, et je sais pas pourquoi, mais j'y ai cru. Donc, voilà. À la fin, je me suis dit que ça semblait quand même un peu improbable, parce que bon, là, je vous spoil pas le film, mais c'est assez improbable. Mais les 30 ou 40 premières minutes, j'étais vraiment paumé. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible, hein. Ça n'a pas pu exister, ouais. C'est très bizarre. Enfin, quelquefois, en tout cas, moi, je trouve qu'il réussit parfaitement son... Ouais, bah, c'est un vrai outil. Sa forme... sont les branlements qu'il recherche, en fait. Ouais. Ça. Bah, sa forme est un vrai outil de propagande, quoi, parce qu'il décide de faire croire. Donc ça, on l'a pas expliqué avant, mais pour ceux qui l'ont pas vu, en gros, toute l'action du film est une sorte de... C'est aussi un peu de la science-fiction, quoi. C'est dans une Amérique contemporaine de la moment de fabrication du film, mais il y a des groupes de militants qui sont donc, capturés par l'État et qu'on oblige soit à faire une traversée du désert, soit à l'emprisonnement. Et être libéré. Et être libéré, s'ils arrivent à cette traversée du désert, et la traversée amène un drapeau américain. Et ça, on nous le dit dès le début, on nous expose ces règles-là dès le début, donc c'est aussi l'intro du film. Et donc c'est une sorte de fausse télé-réalité bien avant qu'elles existent, mais complètement dystopique, et où on suit du coup ces deux groupes, ceux du procès, donc du jeune homme qu'on voit face à ce jury, qui sont eux tous joués par des gens des non-professionnels et qui expriment réellement leur opinion. Donc ils sont mis ils font un travail d'improvisation avec ceux qui sont en face, les inculpés sont eux des comédiens, et les gens du jury doivent vraiment exprimer ce qu'ils pensent et jouer autour de ça, etc. Et donc il y a cette utilisation-là, plus les moyens techniques. Il y a encore une fois un journaliste qui est personnifié, donc la caméra existe, on dit que derrière la caméra, il y a quelqu'un qui filme, plus l'utilisation du zoom à outrance, enfin bref, il y a tout un tas toute une grammaire qui est déployée par Watkins qui crée une confusion, quoi. Et qui est une confusion qui a beaucoup dérangé les autorités culturelles, parce qu'ils avaient réellement peur à cette époque-là que les gens puissent penser ce que tu as pensé quand tu l'as regardé le soir chez toi. Est-ce que l'État... Non, mais ça prête réellement à confusion. Il le fait pour générer ça, pour que le spectateur puisse se dire est-ce que l'État américain a réellement mis ce petit jeu en place? Mais j'ai l'impression que ça marche parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Il y a complètement. Une tente et un désert. En termes de décor, on peut faire plus... Complètement simple. Il y a une tente, un désert, et pour créer cette sorte le truc le plus artificiel et qui est quelque part l'indice le plus gros, qui est cette sorte de bruit d'explosion permanente. On a l'impression d'être en zone de guerre, où pendant tout le film, il y a ces explosions qui sont dans le fond sonore, qui viennent napper absolument tout le film. Et voilà. Non, mais c'est intéressant aussi pour le coup, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, on parle beaucoup d'images, d'images documentaires, etc. Mais je trouve qu'on parle jamais assez du son et de la capacité qu'a le son dans un film, quel qu'il soit d'ailleurs, qui est un moyen, entre guillemets, simple, c'est un vrai instrument de mise en scène, mais qui est un moyen qui ne nécessite là pas encore une débauche d'énergie, quoi, une débauche de moyens, mais qui est un outil absolument incroyable pour nous faire croire à peu près tout et son contraire. Dans le premier extrait que tu montes, dans Route One, on a une musique qui nous fait penser à vraiment une fiction. Alors, ça nous fait croire qu'on rentre dans une fiction, alors complètement, pas du tout. Ensuite, de l'autre côté, on nous fait croire à un truc documentaire, un truc de télé un peu brut, et en même temps, on a cette voix off, comme si on regardait un reportage. Et là, on a encore autre chose, c'est qu'on nous fait croire qu'à la fois c'est vrai, qu'à la fois c'est la guerre. Enfin, là, on recrée juste par le son, donc c'est quand même pas grand-chose en réalité. On nous recontextualise complètement la réalité des images. C'est pas grand-chose en termes de moyens. Oui, complètement. Oui, ça c'est vraiment, en tout cas sur Route One, sur l'intro de Route One et sur Punishment Park, c'est vraiment avec une touche. Je pense que Route One, ça a dû leur coûter presque plus cher parce que c'est du Keith Jarrett qui a été composé, je crois, pour le film, il me semble. Donc ça a dû leur coûter un peu plus de sous. Mais c'est vrai qu'avec juste ce nappage
d'un jazz quand on arrive sur New York, on est tout de suite dans le genre. Et ça nous propulse dans une histoire du cinéma avec très peu de moyens, quoi. Alors, du coup, peut-être, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, peut-être juste pour conclure une dernière question. Alors, pour le coup, c'est une question un peu intime que je vais te poser, mais c'est assez, enfin pas intime, mais en tout cas, cette question du rapport entre l'économie de moyens, le film militant, la question politique. Comment est-ce que toi, t'articules ça dans ton processus de fabrication en amont? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que là, on parle beaucoup du film dans son processus de fabrication, de tournage, quoi. Mais comment ça se passe en amont? C'est-à-dire quand tu commences à écrire, quand ça gère, comment ça se passe quand ça gère? Parce que tout ça, ce que je veux dire, c'est que on en parlait tout à l'heure, il y a un peu une image d'Épinal qui est celle de se dire on est des artistes, on produit une œuvre et on ne se pose pas la question du spectateur. Et j'ai quand même l'impression que dans tout ce que tu as montré, c'est une considération centrale en fait, celle du spectateur. Oui, ouais, complètement. Ça, on pourra en reparler après la projection municipale, mais oui, c'est des questions qui sont posées à plein d'endroits. On s'est posé la question jusqu'au moment d'arriver au tournage, quoi. On s'est posé la question, est-ce qu'on fait la représentation d'un moment politique? Est-ce qu'on le fait vraiment? Et jusqu'à la fin, vraiment jusqu'au jour du début du tournage officiel, c'est une question qui s'est posée et qu'on a résolue. Mais oui, du coup, il y a plein de questions. Enfin, tu te les poses, toutes ces questions en amont, quoi. Donc, mais qui sont des questions liées à qu'est-ce que tu représentes. Enfin, c'est un peu large ce que je raconte. Non, mais c'est un peu comment tu le représentes, avec quels moyens et au service de quoi par rapport à un public dont tu veux toucher quelque chose. Oui, c'était par rapport au public la question. Non, c'est pas grave, c'était pas intéressant. Non. Mais oui, ça rejoint la question, quoi. Est-ce qu'on a envie de montrer une représentation du politique, simplement, une représentation d'un fait politique, ou est-ce qu'on a envie de montrer une expérimentation? Et on a plutôt fait l'autre choix. Voilà. On va... Ouais, il y a le film. Il y a le film, après. Et on vous retrouve après le film pour les courageux qui resteront jusqu'à la discussion. Merci. Merci beaucoup.